Pour ceux qui me connaissent, celles et ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Alexis Achelin, je suis professeur à la Faculté de foresterie, géographie et géomatique. Je suis présentement à la Forêt Montmorency et je suis aussi le directeur scientifique de la Forêt Montmorency. C'est pour cette raison-là que j'anime la série de conférences Tire-toi une bûche. Et cet après-midi, on a la chance d'accueillir Sylvain Jutras, qui est un professeur aussi à la Faculté de foresterie, géographie et géomatique. Je vais vous présenter Sylvain un petit peu plus en détail dans quelques secondes. Mais avant, je tiens à vous dire que Sylvain va venir nous parler d'hydrologie forestière. Et c'est vraiment intéressant, en fait, que tu viennes nous parler de ça, Sylvain, je pense, dans la série de conférences, parce que le domaine de l'hydrologie forestière a commencé ses travaux dès le début là, de la forêt Montmorency, puis c'est probablement, à ma connaissance en tout cas, le premier domaine de recherche qui a su utiliser la taille du territoire pour faire des expérimentations absolument uniques. Alors, c'est vraiment, puis en fait, puis on a eu un suivi dans le temps qui nous amène jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est vraiment très, très pertinent de t'avoir ici, puis que tu viennes nous présenter les travaux que tu fais à Forêt Montmorency et que tes prédécesseurs ont fait aussi. Et tu vas nous présenter, j'imagine, tu vas te concentrer beaucoup plus sur les enjeux contemporains, puisque ta présentation s'appelle Quoi de neuf en hydrologie forestière? Alors, je vous présente Sylvain. Sylvain est mon collègue à la Faculté de foresterie, géographie et géomatique. Il est professeur titulaire et il enseigne plusieurs cours couvrant des concepts d'hydrologie appliqués aux milieux forestiers et humides. Ses domaines d'expertise sont vastes, puis ils vont de l'effet de l'aménagement forestier sur l'eau à la voirie forestière, à la cartographie hydrographique à partir des données LIDAR, à l'hydrologie des tourbières, ainsi qu'à la mesure de neige en milieu forestier. Donc, Sylvain, ben, je m'efface, puis je te passe la parole. Je reviendrai pour animer la période de questions. À toi la parole. Merci beaucoup, Alexis. Merci à tous et à toutes d'être présents. Ça me fait plaisir de vous présenter justement quelques plus récentes actualités de l'hydrologie forestière, mais surtout pencher sur ce qui s'est passé comme étude récente à la forêt Montmorency. Justement, je commence par la fin. En fait, je vais vous présenter, je vous présente la diapo qui est la conclusion de ma présentation pour justement vous amener à comprendre vers où on s'en va pendant cette présentation-là. Je vais commencer par un historique du bassin versant du Bérève, bassin versant du ruisseau des eaux volées, pour vous expliquer que justement à la forêt Montmorency, on a accès à des petits bassins versants forestiers qui sont jaugés depuis longtemps, mais qui sont absolument uniques au Canada. Et ça nous a permis de faire plusieurs études lors des dernières années en hydrologie forestière. Parmi les résultats probants que je veux vous présenter aujourd'hui, il y a la question de la cartographie LIDAR qui crée maintenant, selon moi, là, une révolution majeure pour la délimitation des milieux hydriques, mais aussi des milieux riverains. Et ça, j'aurai le temps de vous expliquer tout ça. Et ensuite, je veux vous parler aussi de la méthode de dimensionnement de ponceau qui est actuellement utilisée au Québec de façon réglementaire dans le règlement d'aménagement durable des forêts. C'est une méthode qui est connue pour être biaisée. Je vais vous expliquer pourquoi, mais je vais surtout vous expliquer les résultats d'un projet récent qui nous a permis de développer une nouvelle méthode qui est maintenant plus précise, qui est basée en plus sur les données LIDAR. Donc, tout est dans tout et c'est le but de la présentation d'aujourd'hui. Donc, la recherche en hydrologie forestière, ça existe depuis quand même, au Québec, là, ça existe depuis peut-être les années 60. Avant ça, il y avait de l'hydrologie, mais de l'hydrologie forestière comme thème de science, ça existait peu. Puis ça a été le thème de l'hydrologie, un des premiers sujets de recherche à la forêt Montmorency, puis c'est grâce à la mise en place du bassin expérimental du ruisseau des eaux volées. Donc, vous voyez une carte ici. Ce bassin-là a été créé pendant la décennie hydrologique internationale de l'UNESCO de 1965 à 1974. Mais il reste que la forêt Montmorency est née en 1965 et dès 1965, dans les premières années, en même temps qu'ils construisaient le pavillon, ils ont construit justement des seuils. Donc, les quatre seuils qui ont été construits en 1965 et jusqu'à 1967, vous les voyez, c'est les cercles qui sont là et ce sont des structures comme celle-là. C'est un mur de béton avec une coche à l'intérieur du mur de béton qui fait en sorte qu'en mesurant la hauteur d'eau en amont, on a de façon continue mesuré depuis 1965. À chaque heure depuis 1965, il n'y a pas de trou dans les données. Puis ça existe encore en 2026.
ces données-là, c'est unique au Canada parce en 1960, les années 65-70, il y a eu plusieurs autres bassins versants qui ont été construits à l'échelle canadienne, mais tous, sans exception, ont subi des périodes de creux où ils ont perdu des données, puis l'immense majorité a été fermée avec le temps, qui n'ont pas été maintenues. Donc, heureusement, grâce à différents partenaires, on a réussi à faire maintenir ça dans le temps. Et aussi, dès 1965, on a installé plusieurs stations météorologiques. Dès cette époque-là, ce qui fait en sorte qu'on a un suivi hydrométéorologique unique à l'échelle canadienne et au plein cœur du milieu forestier boréal du sud du Québec. En 1965, les fondateurs étaient André Lafont, Rénal No, Michel Slivitsky. Techniquement, moi, j'ai juste rencontré Michel Slivitsky. Les autres, j'ai jamais rencontré parce que, ben, en fait, le temps fait les choses. Par contre, le chercheur marquant qui a utilisé les données du BREV, c'est bien sûr André Plamondon, qui a été professeur à la faculté de foresterie de 1972 à 2005. Et il a utilisé largement, et c'est surtout à cause de lui que le site du BREV a survécu pendant tout ce temps-là. Donc, il a fortement influencé les pratiques forestières grâce à ses travaux et il est encore très actif aujourd'hui. D'ailleurs, les résultats que je vous présente aujourd'hui sont issus d'une collaboration très étroite avec André Plamondon. En fait, ce projet-là, le plus récent, là, sur la révision de la méthode rationnelle, aurait pas pu exister sans André. Je vous le dis comme ça, là, fait que je travaille très fréquemment encore de façon continue avec André, ce qui est un plaisir en soi. Et aujourd'hui, ben, c'est moi qui en ai la responsabilité. Depuis que j'ai été engagé comme professeur en 2010, j'ai mis en place beaucoup de méthodes de collaboration et j'ai invité beaucoup de chercheurs à venir sur le site de la forêt Montmorency, sur le Bérev, sur un territoire qui est jaugé, qui est bien connu, pour faire plein d'études. Je vais aller dans un petit détail, juste un fun fact, là, dans le sens où le ruisseau des eaux volées, pourquoi ça s'appelle le ruisseau des eaux volées? Ben, en fait, le ruisseau des eaux volées est issu de la déviation du lac Huppé pour le flottage du bois en 1940. Je vous fais un petit cercle à l'endroit de la carte où je veux qu'on porte notre attention. J'ai fait un zoom, puis j'ai mis des données LIDAR à très haute résolution pour vous montrer que le lac Huppé, qui est au centre, lui, s'écoule vers la rivière Jacques-Cartier. Mais par contre, la rivière, le ruisseau des eaux volées, qui est la petite ligne bleue qui va vers le sud, ben, elle s'en va vers le bassin versant de la rivière Montmorency. Donc, à l'époque, en 1940, la division du partage des eaux se faisait entre le lac Huppé et le ruisseau des eaux volées. Mais ce qui est arrivé, c'est en 1940, pour faire la récolte du bois, ils mettaient le bois pour le transporter sur le bord de la rivière, puis il y avait besoin d'eau pour le faire flotter jusqu'à la rivière Montmorency. Donc, pour faire ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un fossé, puis on le voit encore aujourd'hui dans les données LIDAR. En 2012, j'ai eu la chance avec Martine Lapointe d'aller visiter ce site-là, et on y a retrouvé le canal qui existe encore, qui avait été juste à l'époque dynamité, puis avec un contrôle de l'eau à la sortie, il volait littéralement l'eau du lac Huppé pour l'envoyer dans un versant pour faire le flottage du bois. Et il y a encore des vestiges de ça, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'eau qui circule à cet endroit-là. Mais c'est juste pour l'anecdote de où venait le fameux nom du bassin des eaux volées. Ce qu'on a appris avec l'historique de la forêt Montmorency, puisqu'on a depuis 1965 des données qu'on partage, ça a toujours été le cas, les données météorologiques qui ont été prélevées à la forêt Montmorency ont toujours été partagées avec le ministère fédéral, le ministère provincial, et c'est encore en suivi de cette façon-là. Euh, je vous montre le petit point rouge que vous voyez au centre de la carte, ben, c'est la forêt Montmorency, la station qui a été installée depuis 1965. C'est au Québec, l'endroit où il tombe le plus de pluie, ça c'est les pluies. Je vais changer d'image. Puis là, ça, c'est la neige. Donc, c'est l'endroit où il tombe le plus de neige. Donc, le plus de pluie et le plus de neige au Québec. Puis c'est grâce au fait que la station est là. Si la station avait pas existé, ben, on n'aurait même pas cette information-là. Bon, en fait, on finirait par le savoir, là. Tout le monde le sait qu'il y a de la neige à la forêt, mais il reste que là, les données empiriques nous permettent de le démontrer. Sur les données statistiques qui existent, ce qu'on peut en extraire, c'est qu'on a un site, donc à la forêt Montmorency, un territoire qui est particulièrement riche en précipitations. Donc, on a 1505 mm de précipitations par année, ce qui est beaucoup. Au sud du Québec, c'est plus autour de 1200, 1000 à certains endroits, jusqu'à 800 dans le coin de l'Outaouais. La neige annuelle, c'est plus de 6 mètres de précipitation de neige en moyenne qui tombe par année. C'est beaucoup de neige et il y a de la neige au sol pendant 181 jours. Donc, c'est littéralement la moitié de l'année, là. Donc, on a une saison de croissance qui est très courte à la forêt Montmorency, dû au fait qu'il y a une présence de neige très abondante. Euh,
Il y a un historique très long de recherche qui a produit en hydrologie forestière grâce au travail de mon prédécesseur, André Plamondon, mais aussi de toutes les équipes de recherche qui ont pu suivre, de d'autres universités, etc. Donc, en hydrologie forestière, il y a au-dessus de 50 manuscrits qui ont été produits, entre autres, à différentes échelles. Donc, à l'échelle des processus hydrologiques, là, dans ce cas-là, on parle de petites expériences très, très, très pointues, très précises. Puis là, on parle pas de grands territoires. On va étudier la radiation, l'albédo, l'évapotranspiration sur des tout petites parcelles. On va mesurer la neige dans des puits, mais à une petite, petite échelle spatiale qu'on a eu la chance de transférer dans plusieurs cas, dans des études à l'échelle de la parcelle. Fait que là, on parle de territoires un peu plus grands, de quelques dizaines, voire centaines de mètres carrés. Donc, on a travaillé sur des processus d'interception, de transpiration, de mesure de la neige, de l'eau dans le sol, d'érosion sur le territoire. Et l'avantage, justement, de pouvoir travailler à la forêt Montmorency, entre autres dans le bassin, dans des bassins qui sont jaugés, c'est qu'on a pu travailler à une échelle qui est beaucoup plus difficile et beaucoup plus coûteuse en termes, pas nécessairement d'infrastructure, mais de temps. Ça prend du temps d'être capable de passer à l'échelle du bassin versant. Donc, on est capable d'étudier des processus à petite échelle, mais de les passer à des échelles plus grandes, comme celle de bassin versant. Donc, les effets de la récolte sur la qualité de l'eau, puis fermer des bilans hydrologiques. Tout ça, c'est possible grâce justement à la structure de la forêt Montmorency et surtout du bassin expérimental du ruisseau des Eaux-Volées. Dans les projets qui sont en cours en ce moment, il y a un site qui s'appelle le site Neige que j'ai mis en place depuis 2014. C'est un site où je collabore avec plusieurs autres chercheurs comme Daniel Nadeau, Julie Thériault. On a un nouveau projet qui va commencer bientôt avec une équipe de l'université de McMaster. Oui, je suis dans l'Ontario, je suis tout le temps mêlé, mais c'est une collaboration en fait qui existe depuis 2014 où ben, des organisations ont dit pourquoi on n'étudie pas la neige à l'endroit où il en tombe le plus souvent, ça va être juste plus pratique parce on va avoir beaucoup de données hivernales. Donc, Environnement Changement Climatique Canada, c'est parmi les premiers intervenants qui ont financé notre projet. Ensuite, le ministère de l'Environnement du Québec s'est joint à nous. Il y a eu des collaborations avec Hydro-Québec, avec Campbell Scientific, qui est une compagnie qui crée puis qui vend des appareils qui est de mesure de neige, Rio Tinto, Alcan, etc. et plein d'autres universités. On a formé plusieurs doctorats qui ont utilisé des données de ce site-là et plusieurs étudiants et étudiantes à la maîtrise qui ont pu compléter leurs études sur ce sujet-là. J'irai pas plus loin Sylvain, là-dessus. Oui. juste désolé de t'interrompre. En fait, je pense que tu parlais de l'université de Waterloo. C'est pas Waterloo, McMaster, mais exact, c'est t'as tout à fait Waterloo. raison. Je suis mêlé entre les deux. Je disais McMaster, puis j'étais là, non, non, c'est pas celle-là, c'est Waterloo. Tout à fait. Merci, Alexis, pour la correction. J'irai pas plus loin sur les données de la neige parce que l'influence en hydrologie forestière est pas très pointue, c'est plutôt en hydrologie, en modélisation hydrologique à large échelle pour l'approvisionnement d'eau, etc. Donc, il y a des thèmes que j'irai pas plus en détail là-dessus, mais si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Il y a un autre projet qui est récent, qui vient de terminer, mais qui est encore en train de se continuer. C'est le grand projet EVAP, qui a commencé en 2015 sous l'initiative de mon collègue François Anctil. J'ai fait partie avec Daniel Nadeau, René Terrien, Julie Thériault. On a fait un grand projet qui, grâce à Hydro-Québec et Ouranos, ont permis de former beaucoup d'étudiants au cycle supérieur. Et le but de ce projet-là, c'est via des tours à flux, entre autres, pas uniquement ça, mais des tours à flux, de faire des mesures et de la modélisation des processus hydrologiques et de bilan d'énergie en même temps en forêt boréale sous un système d'aménagement forestier. Puis c'était le cas de la forêt Montmorency. Donc, beaucoup de travail et d'instrumentation ont été faits depuis 2015 sur une période d'environ 10 ans sur justement le bassin expérimental du ruisseau des Eaux-Volées. Et d'ailleurs, il y a des collaborateurs du ministère de l'Environnement, du ministère des Forêts qui travaillent là-dessus, de d'autres universités. Donc, c'est un projet aussi extrêmement large. Et encore une fois, qui a des impacts plutôt indirects avec l'aménagement forestier brut en tant que tel. Donc, si vous avez des questions, je pourrais répondre. Mais d'ailleurs, j'ai mon collègue François Anctil qui va présenter dans quelques semaines, mois, justement à propos du projet EVAP à la forêt Montmorency. Donc justement, je n'irai pas plus loin là-dessus. Je vais pouvoir en profiter de parler d'autres sujets. Un des autres projets en cours qui, lui, je vais prendre le temps de vous expliquer,
C'est celui de l'hydrographie LIDAR. L'hydrographie LIDAR, on a commencé ça en 2017 suite à une rencontre qu'il y avait eu l'année précédente où le ministère ben, responsable des forêts à l'époque, je me rappelle même plus du nom du ministère à ce moment-là, ont fait une présentation pour dire on a l'intention d'acquérir des données LIDAR, donc c'est des données aéroportées prises par un laser qui donne une information extrêmement précise et volumineuse de la surface du sol et de la surface des peuplements forestiers. Mais grâce à ça, on est capable d'avoir accès à une information. On voit le sol sous le milieu forestier et avec un niveau de précision qu'on n'avait jamais eu avant. Et ça, le projet était d'expandre l'acquisition de cette donnée-là sur tout le Québec jusqu'en 2022. De le couvrir de 2016 à 2022, tout le territoire. Donc, ça a été complété, mais dès le départ, il fallait trouver des façons de produire des informations cartographiques, entre autres la cartographie des cours d'eau de tête et la délimitation des sols humides, parce que c'était dans la littérature très connu qu'on pouvait faire ça à partir des données LIDAR. Mais le ministère savait pas trop comment y arriver et surtout avait pas de données de terrain pour y arriver. Donc, ce qu'on a fait depuis 2017, moi, j'ai jamais cessé depuis ce temps-là d'avoir des contrats successifs avec le ministère des Forêts et le ministère de l'Environnement pour bonifier les délimitations, justement, de la cartographie. Donc, on a passé, ce que vous voyez comme image, c'est une carte de ce qu'on avait avant. Des courbes de niveau issues de photos, de travail des photos aériennes en 3D, une géo-interprétation. En fait, c'est une photo-interprétation des cours d'eau. Les cours d'eau, là, il y a personne qui était allé, qui voyait. Il se disait, il devrait en avoir un parce que c'est le creux d'un bassin versant, puis ça devrait être intermittent. Puis on a passé d'une carte qui ressemblait à ça, comme information topographique et hydrographique, à une carte qui ressemble aujourd'hui à ça. Avec un niveau de détail ahurissant, on va sur le terrain, les cours d'eau sont là pour vrai. Les milieux humides qui sont plus en vert et en bleu sont tous présents. Le niveau de détail qu'on a avec ça pour identifier les milieux humides, les cours d'eau de tête, même les chemins, les routes, les présences de ponceaux, tout ça c'est une révolution totale et ça fait maintenant presque 9 ans qu'on prend de la donnée, qu'on collecte de la donnée puis qu'on améliore les algorithmes. Donc, c'est une avancée majeure partout au Québec. Toutes les informations sont publiées gratuitement par le ministère des Forêts. C'est en accès libre pour au-dessus de 500 000 km². Et entre autres, les outils qu'on a développé grâce à la forêt Montmorency, grâce au terrain qu'on a pu y faire. C'est entre autres en lien avec les lits d'écoulement potentiels, les indices d'humidité topographique. Puis on est encore en train de travailler avec le ministère de l'Environnement et le ministère des Forêts pour poursuivre vers une géobase de référence hydrographique du Québec à haute résolution qui est tournée vers l'avenir. Mais en même temps, on a travaillé beaucoup sur la question de la cartographie des milieux humides. Puis les milieux humides, ben, si vous regardez les différentes sources de cartographie actuelles, c'est que la cartographie, elle, comme vous voyez sur la carte qui est là, on va avoir des polygones qui sont délimités par canard illimité ou par l'éco-forestier qui vont nous délimiter des territoires puis qui vont nous dire, ben, à cet endroit-là, on a une tourbière, ici on a un marécage, ici on a un marais, ici on a de l'eau, ainsi de suite. Mais ce qui est problématique, c'est qu'au point de vue du cadre réglementaire qu'on a à mettre en place au Québec, on protège les milieux humides, pas pour protéger les milieux humides. On protège les milieux humides pour les fonctions qui leur sont associées. Les fonctions, c'est le laminage des crues, la captation des sédiments, la stabilisation des sols, les échanges en eau souterraine. Mais ce qui est assez particulier, on a fait une grande revue littérature, moi et André Plamondon, sur les fonctions hydrologiques des milieux humides boisés soumis à l'aménagement forestier. Puis ce qu'on réussit à démontrer, c'est qu'il faut absolument savoir si les milieux humides sont inondables ou non inondables pour être capable d'associer les bonnes fonctions. Puis à partir de là, on a fait plusieurs projets de recherche successifs qui nous ont permis de générer, puis en ce moment, on est capable, c'est très, très, très avancé, c'est complètement fonctionnel, on est capable de le faire. On passe d'une cartographie des milieux humides potentiels, qui existe déjà, à une cartographie automatisée basée sur le lidar de la délimitation des milieux humides et on est capable de segmenter ce que vous voyez comme carte, justement. Est-ce qu'on est capable de dire la zone autour du lac qui est un milieu humide qui va être inondable. Donc, il va avoir des fonctions attachées particulières et la section de ce milieu humide-là qui n'est pas inondable. Fait on refait les polygones, on refait le territoire et on le recartographie pour leur associer des fonctions, ce qui est d'une aide majeure pour la prise de décision par rapport à la protection de bandes riveraines, par exemple, ou de territoires, ou de mesures de protection des fonctions
hydrologique qu'on veut faire dans l'ensemble du territoire. Et pas juste dans le milieu forestier, mais bien dans le milieu urbain, périurbain, agricole. Tout ça, ça fonctionne très bien. Euh, on a proposé justement, grâce aux différents projets, des typologies pour représenter les milieux riverains d'une autre façon, parce que là-dessus, à force de faire des transects justement, on a fait des centaines de transects, ben, c'est pas nécessairement moi, là, c'est mes étudiants qui l'ont fait, mais il y a des milliers de transects qui ont été faits dans des milieux du milieu aquatique vers le milieu sec. Puis la question, c'est qu'on se rendait compte que quand on commence à définir ce qui est un milieu hydrique, ce qui est un milieu sec et ce qui est tout entre les deux, donc tous les types de milieux humides, il y a un lexique qui est pas facile. Donc, on a inventé un autre, juste pour faire les choses plus compliquées, mais en même temps, c'est parce qu'on voulait pas s'enfarger dans le cadre réglementaire de chacun des ministères. C'est qu'on a travaillé sur la définition puis la caractérisation des milieux aquatiques, mais aussi des milieux secs. Puis ce qui différencie un milieu sec, c'est un milieu qui est pas influencé par la présence du cours d'eau. Donc, la nappe phréatique est trop basse, le cours d'eau peut pas développer, y déborder. Puis tout ce qui est entre les deux, ben, c'est ce qu'on peut caractériser de milieu riverain. En milieu forestier, on a tendance à avoir des méthodes de protection qui disent, ben, c'est un cours d'eau intermittent, c'est une bande de 6 mètres, tu passes pas de machinerie. Tu as un cours d'eau permanent ou un lac, tu as une bande riveraine de 20 mètres, puis pas de récolte à l'intérieur, ben, récolte partielle, mais pas de passage de machinerie. Mais ça va pour les terres publiques. Et sur terre privée, ben là, on arrive à 10 mètres, 15 mètres ou 1 mètre ou 3 mètres si tu fais des pratiques agricoles. Fait que là, les bandes riveraines, toute la question de la protection du milieu riverain est basée sur des distances qui n'ont pas rapport parce que au final, tout est topographique. Puis je vous explique. Quand on a un cours d'eau qui déborde, ils débordent de façon fréquente. Donc, à chaque 2 ans, on appelle ça des débits de plein bord ou la ligne naturelle des hautes eaux. Et ça laisse des traces sur le territoire. Les plantes qui vont survivre dans ces zones-là, mais surtout les sols vont être très caractéristiques. Et ça, on a des centaines de points, plusieurs centaines de points qui nous permettent de définir c'est où cet endroit-là. Puis ça, on appelait ça la zone inondable de forte récurrence. Puis plus loin dans le milieu riverain, il y a un milieu qui est pas tout à fait sec parce que le sol est hydromorphe, parce que la nappe phréatique est pas loin des plantes qui vont pousser là. Donc, on va avoir une végétation qui est influencée par la présence de la rivière, mais qui est pas soumise à des inondations fréquentes. Les fonctions hydrologiques seront pas les mêmes. Puis là-dessus, on a fait un travail d'application d'une méthode qui existait déjà, qui est la méthode du depth to water. On n'a pas fait de traduction de la chose, là. On trouvait que c'était bien dit. C'est qu'on mesure la différence d'élévation par rapport au milieu aquatique. Donc, on modélise à chaque fois qu'on prend les données d'or, on est capable de dire il y a un cours d'eau à cet endroit-là, c'est un cours d'eau permanent. Puis à partir de là, on modélise une nappe phréatique et on mesure quelle épaisseur de sol il y a au-dessus de la nappe. Puis à partir d'un certain moment, on se dit, ben, la profondeur de la nappe phréatique est tellement loin de la surface du sol que les arbres s'en rendront pas compte. Il n'y aura pas d'influence sur les types d'arbres, c'est ça, les types d'arbres qui vont survivre, la végétation qui est là. Donc, est-ce que ça se fait au point de vue cartographique? Ben, les travaux de la maîtrise d'Émilien Pommeau ont réussi à démontrer qu'on est capable d'identifier chacune des deux zones à partir d'informations comme celle-là. Donc, de façon globale, ce qu'on arrive à faire, c'est qu'on a caractérisé les milieux riverains en leur donnant des caractéristiques physiques sur les indicateurs qu'on peut voir sur le terrain, les communautés végétales qu'on y retrouve, et aussi la présence de sols hydromorphes. Et ça, c'est assez spécial, mais c'est parce que c'est purement topographique. C'est ça qu'on a réussi à démontrer, c'est que quand tu es 50 centimètres plus haut que la surface, le niveau de l'eau du cours d'eau sur des petits cours d'eau, on est dans une situation où ça correspond à la zone inondable de forme récurrente, de forte récurrence, et le milieu d'influence aquatique, lui, se trouve à être autour d'1 mètre d'élévation. Donc, c'est pas une question de largeur de bande riveraine, c'est une question de hauteur du sol par rapport au cours d'eau qui nous donne l'information la plus cohérente sur qu'est-ce qu'est un milieu riverain. Et ça, cartographiquement, c'est tout possible à être fait partout au Québec, dans tous les contextes. Il y a des nuances, il y a des endroits où ça fonctionne mieux, des endroits où ça fonctionne moins bien, entre autres en fonction de la capacité des sols à évacuer l'eau. Mais c'est un concept qui est déjà livré au ministère de l'Environnement. Les outils sont disponibles et en ce moment, ben, le ministère de l'Environnement évalue la possibilité de faire en sorte de déterminer une méthode d'identification du littoral avec ces méthodes. Je passe maintenant à un autre projet.
Ça, c'était pour les milieux humides. Et là, je vais vous parler de la question du dimensionnement de ponceau. Les dimensionnements de ponceau, euh, en ce moment, on a fait un projet de la révision de la méthode rationnelle pour les petits cours d'eau parce que il y a une étude précédente, précédente à la nôtre, qui a démontré que la méthode actuelle était fortement imprécise. En fait, c'est mon collègue Alain Maillot de l'INRS, avec qui on a collaboré pendant plusieurs années pour justement transférer de la donnée et partager de l'information. C'est qu'il l'a évalué pour le ministère des Transports et non pas pour le ministère des Forêts. Mais on utilise la même méthode entre les deux ministères, fait que ça va. C'est qu'il y a une surestimation des débits de conception. Donc, on conçoit, quand on calcule quelle grosseur de tuyau on a besoin de mettre, peu importe on est où, et surtout sur des petits bassins versants, mais les ponceaux sont toujours trop gros avec la méthode actuelle. Pourquoi? Parce que les débits de récurrence de 10 ans, on arrive avec une surestimation moyenne de 200%, donc sont généralement 2 fois trop gros, les débits qui sont calculés. C'est parce que les temps de concentration, entre autres, qui sont calculés dans l'équation, sont trop courts. Je vais vous l'expliquer justement ces questions-là de temps de concentration dans les prochaines minutes. On a des coefficients de ruissellement qui sont trop variables et il y a une majoration insuffisante des changements climatiques dans la méthode actuelle. Donc, l'étude de Maillot s'est surtout penchée sur des bassins d'assez grandes, en fait, des petits, moi, des pas si petits bassins versants, on va dire ça de même, mais les petits bassins versants qu'on a généralement en milieu forestier parce qu'on en pose beaucoup de ponceaux, puis on essaie de les poser sur les plus petits cours d'eau possibles. Puis dans ce cas-là, ben, la méthodologie de Maillot avait pas suffisamment de données pour en faire la démonstration. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les données, entre autres, du BREV, mais aussi d'autres bassins versants au Québec et en Ontario pour déterminer justement le temps de concentration réel dans l'équation pour savoir, ben, ça prend combien de temps quand il tombe une pluie pour qu'il y ait une crue qui soit générée, puis ça va être quoi l'ampleur de la crue. Donc, je veux pas me rendre trop dans les détails, mais ce que je veux vous montrer puis vous faire comprendre, c'est que l'annexe 6 du RADF, donc le règlement d'aménagement durable des forêts, c'est ce qu'on doit obligatoirement appliquer lorsqu'on fait de l'aménagement forestier au Québec, sur terre publique. Donc, on n'a pas le choix, faut dimensionner les ponceaux et la méthode rationnelle qui est utilisée à l'intérieur de ça, c'est qu'on calcule un débit en prenant un coefficient de ruissellement, l'intensité des précipitations et la dimension des bassins versants dans une équation simple. C'est juste ça que j'ai écrit. Vous n'avez pas besoin de retenir ça nécessairement. Mais c'est une méthode qui est adaptée du ministère des Transports, qui a été développée il y a très longtemps, au point où les coefficients, on s'est rendu compte, ben pas on, c'est Alain Maillot, en faisant son travail avec son équipe, qui ont découvert que les données de coefficients proviennent de 1969. Donc, les tableaux qui ont une influence directe, là, c'est vraiment hyper important. Donc, s'il tombe une pluie, si on décrit le territoire, ben on va utiliser des informations comme justement ce qu'on voit ici dans le bas, donc les données de territoire boisé. Si les pentes sont faibles, ça veut dire que s'il tombe une pluie sur le territoire, on va simuler une pluie majeure. Puis on va dire, ben, si une pluie tombe sur des sols sableux en faible pente, il va y avoir juste 9% de l'eau qui va se rendre à générer un débit. Tandis que si ça tombe sur du roc en forte pente, ben, ça va être 51%. Donc, c'est une façon de caractériser les sols et les pentes pour avoir des proportions d'eau qui vont générer des débits. Cette information-là, les valeurs, c'est pas une joke, les valeurs découlent d'un questionnaire qui a été envoyé à 71 organisations américaines entre 1960 et 1968. Fait qu'ils ont demandé aux gens qui connaissaient un peu le territoire, quelle valeur vous metteriez dans ce tableau-là, puis c'est ça les données qu'on a. Ça ne fait aucun sens scientifique, et pourtant, c'est utilisé à l'échelle nord-américaine encore partout, et c'est une aberration en soi. Dans la méthode qu'on est obligé légalement de mettre en application au Québec, il y a 11 étapes. Je vous les passe bien rapidement, mais c'est juste pour vous montrer la faiblesse de presque chacune des étapes. Donc, en ce moment, il faut délimiter le bassin versant, normalement avec des courbes de niveau. Ça, on peut le faire avec des données LIDAR, puis ça va donner le bon résultat. Mais par contre, légalement, on est obligé de calculer la pente du bassin versant avec une méthode qui datait du temps où on n'avait pas d'ordinateur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire une grille, puis mettre des valeurs. En fait, c'est la longueur de chaque ligne divisée par le nombre de fois où la ligne a traversé une courbe de niveau qui va nous donner une pente moyenne.
pas une joke, là. Faut encore faire ça de cette façon-là. On le fait pas à mitaine, on le fait avec un logiciel informatique. Mais les données lidar aujourd'hui peuvent nous donner des pentes automatiquement, mais surtout, ça donne pas les mêmes pentes. Fait que là, c'est ça qui est le problème. Fait que si on utilise la méthode qui est légale, puis si on utilise les données lidar, on n'arrive pas au même résultat. Donc la méthode est obligatoirement manuelle, elle est imprécise, puis on ne peut pas utiliser les données lidar, sinon on n'arrive pas au même niveau, aux mêmes informations. Ensuite, on va caractériser le territoire, puis c'est bon parce que pour savoir quelle dimension de ponceau on a besoin, ben si on est sur un territoire agricole, en forte pente, plat, sableux, etc., ça a une influence. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va déterminer qu'est-ce qui est boisé, agricole, qu'est-ce qui est de l'eau, quel type de dépôt de surface. Là, j'ai mis des codes, c'est du TIL, là, c'est un exemple de la forêt, pas de la forêt Montmorency, mais dans l'exemple gouvernemental. Et on va calculer chaque superficie par classe hydrologique et on va appliquer un coefficient de ruissellement qui dépend de la pente, mais qui dépend de la pente générale du bassin versant, tandis qu'on sait très bien que certains types de dépôts sont toujours plats et certains types de dépôts sont toujours en pente. Ça n'a aucun sens. Donc là, on n'applique pas les bons coefficients. Les tableaux de coefficients sont en plus basés sur des données arbitraires, comme je vous disais, puis il n'y a pas de pente locale qui est calculée pour chacun des types de dépôts, ce qui ne tient pas la route non plus. Ensuite, on doit calculer la pente du cours d'eau. Donc, on trace, si vous avez déjà fait ça, vous avez déjà tracé manuellement la goutte la plus longue. Ça peut se faire de façon automatique par le lidar. Et on va calculer avec les courbes de niveau, c'est quoi la pente. C'est pas mauvais encore. Ça, c'est une méthode qui fonctionne bien. Puis ensuite, on va calculer le temps de concentration. Fait que c'est une équation qui est utilisée, qui est fixe, puis qui estime le temps du parcours de l'eau dans le bassin versant. Fait qu'à partir de la goutte qu'on vient de faire, on va calculer, ça devrait prendre combien de temps à la goutte de se rendre entre le haut du bassin versant puis la fin du bassin versant. Le problème, c'est que l'équation qu'on utilise de calcul de temps de concentration, elle est conçue pour les milieux urbains. La méthode s'appelle la méthode de l'aéroport. C'est pas une joke. Ça a été conçu sur des tarmacs d'aéroport. Ça n'a rien à voir. Ça donne des temps de concentration qui dépassent jamais 2 à 3 heures. C'est à peu près impossible. Puis pourtant, les temps de concentration sont en réalité de 9, 10, 11, 12 heures. Donc, ce que ça fait, c'est que notre temps de concentration est tout le temps trop court et ça nous donne par défaut des résultats de débit trop élevés. C'est la conséquence que ça a. Ensuite, il y a l'intensité des précipitations. C'est pas une joke, c'est cette carte-là, à date de 1985. Fait que l'intensité des précipitations qu'on utilise, c'est des précipitations 1985. Tu sais, on s'entend que ça change, là, les changements climatiques, ça change l'intensité des précipitations. Ouais, non, c'est pas grave. Ah ouais, on a encore ces vieilles cartes-là, ça va être bien correct. On corrige l'intensité basée sur le temps de concentration. On ajoute un coefficient de laminage qui est quand même très intéressant. Mais plus tu as de lac sur ton bassin versant, plus ça va laminer puis réduire tes crues. Sauf que la carte est trop ancienne et le facteur de laminage, on n'a trouvé aucune source scientifique de ça. On a cherché autant comme autant, puis il n'y a personne qui est auteur de ces courbes-là. Fait que c'est quelqu'un qui a dessiné ça à main levée, puis envoyé ça dans l'univers, puis c'est ça qu'on utilise. Et ça a un impact direct sur le calcul de concentration. Ensuite, l'équation, je passe rapidement, mais c'était juste pour vous dire qu'il y a un facteur de pondération de 5% qui est appliqué pour tenir en compte des événements climatiques exceptionnels. Mais ça, c'est une considération justement des changements climatiques. Ça doit être entièrement mis à jour. Et en plus, ben, la méthode ne nous permet pas vraiment de calculer des débits de conception de 25 ans à 50 ans. Donc, ce qu'on a fait, le projet qu'on a fait avec moi et André Plamondon, c'est qu'on a révisé, adapté et développé une méthode automatisée de calcul des débits de conception pour les bassins versants forestiers de petite dimension. On a eu 2 projets de maîtrise, un par Cybèle Ménard et un par Gabriel Bolduc, que je vous présente dans les prochaines diapos. L'étude de Ménard a été faite à partir de tous les petits bassins versants jaugés disponibles. Puis quand on dit tout, là, c'est qu'on est assuré que au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, il n'y a aucun bassin qu'on n'a pas utilisé qui sont de petite dimension en milieu forestier. On les a tous utilisés, là. On a gratté tout ce qui était possible de gratter. Donc, on a calculé le temps de concentration réel entre la pluie et la pointe de crue pour déduire des coefficients de ruissellement par la suite et vérifier quelles caractéristiques LIDAR. Parce que là, c'était ça le principe, c'est qu'on avait des vraies données de débit. On était capable de calculer avec la méthode rationnelle qu'est-ce que ça donnait, mais aussi d'être capable de trouver une méthode qui allait être plus précise. Et à partir de là, ben, ça a été fait pour 42 bassins versants, puis on a calculé les débits de récurrence de 10 ans, 25 ans et 50 ans pour mieux les prédire. Donc, ce que Cybèle a trouvé,
c'est que pour l'estimation des paramètres de la méthode rationnelle, la présence des lacs a vraiment un impact crucial. Si on a un grand lac qui est proche de l'exutoire, ça va ça va augmenter le temps de concentration et réduire les débits. Sinon, ça n'a pas d'effet sur la présence des lacs. Fait qu'il faut faire attention à tenir en compte de lacs qui sont placés à la tête des bassins versants. On se rend compte que c'est pas ça qui va jouer un rôle important. Puis les caractéristiques topographiques des territoires, et ça, c'est toutes des caractéristiques qu'on a extrait des données LIDAR. C'est entre autres la dimension du bassin versant, la longueur des lits d'écoulement potentiels, donc toutes les cartes qu'on a produites justement des cours d'eau potentiels sur le territoire basés sur le lidar, leur longueur, leur pente, leur densité a tout un rôle et bien sûr la proportion du bassin versant, mais entre autres celle qui est en pente faible. Donc la méthode rationnelle complexifie inutilement le calcul du débit de conception parce qu'on s'est rendu compte que même si on a un meilleur temps de concentration, les coefficients de ruissellement restent encore arbitraires à déterminer. Donc, André a fait la suggestion, a travaillé là-dessus, puis entre autres, c'est une approche que Maillot a aussi récemment mis en place. Donc, Alain Maillot et André Plamondon, de façon indépendante, on est arrivé à la même conclusion, c'est qu'on va, pourquoi se casser la tête avec la méthode rationnelle quand on peut avoir une équation directe qui calcule les débits de pointe? Donc, on laisse tomber le temps de concentration, on laisse tomber le coefficient de ruissellement, on n'utilise pas les veilles cartes d'intensité des précipitations, on met tout ça de côté. Donc, toutes les faiblesses que je vous ai expliquées de la méthode du REDF, qui est obligatoire puis qui est légalement applicable, ben, on les met de côté, puis on réfléchit à autre chose. Les équations, vous n'avez pas besoin d'y retenir. Ce que je veux vous montrer, c'est les coefficients qui rentrent. C'est beaucoup plus simple. On a d'abord un coefficient qui utilise la pente moyenne des cours d'eau intermittents, parce que c'est ça qu'on se rend compte. C'est que les cours d'eau intermittents dans les petits bassins versants, c'est eux autres qui drivent le show, là, qui vont faire en sorte que si tu as des pentes fortes de tes cours d'eau intermittents, quand tu as des gros événements de précipitation, c'est eux autres qui vont faire en sorte que l'eau va se ramasser rapidement à la sortie de ton bassin versant. Fait que c'est plus important que la pente générale du bassin versant, c'est juste la pente des cours d'eau intermittents et l'air du bassin versant rentre là-dedans. Ensuite, on a un facteur de laminage des lacs, mais on l'a séparé parce qu'on a trouvé que ça n'a pas le même effet, l'effet des lacs, que l'effet des milieux humides. Et les deux sont séparés. Et on a réglé la question de l'intensité des précipitations en utilisant la précipitation annuelle, qui est une donnée beaucoup plus précise, basée sur beaucoup plus d'informations et en même temps qui est fortement corrélée aux autres intensités de précipitation. Les résultats qu'on voit, c'est que la méthode du RADF, ben, vous voyez, c'est des points bleus, ça surestime. Donc, en bas, c'est les débits réels qu'on a mesurés de nos bassins versants. Puis sur l'axe des Y, donc vertical, ben là, dans ce cas-là, c'est les débits qui sont calculés avec la méthode. Si on utilise la méthode RADF, ça nous donne des débits beaucoup trop élevés par rapport à ce qui devrait être, donc la relation un dans un. Puis toutes les autres méthodes, notre méthode rationnelle révisée, Formula 1, Formula 2, ça donne tout un nuage de points et surtout une moyenne qui tombe direct sur la ligne de un dans un. Donc, on a poursuivi, petit encore, il me reste juste quelques diapos. Donc, c'est l'étude de Gabriel Bolduc qui, lui, a trouvé une façon différente. On a travaillé à se dire, ben là, ça va bien, on a des équations, mais on n'a pas de validation. On n'est pas capable de savoir ça s'applique-tu ailleurs. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a inspecté plus de 340 ponceaux qui étaient jugés insuffisants ou suffisants pour passer l'eau. Donc, il a inspecté plusieurs endroits au Québec où des gens y avaient dit, ah, il y a un ponceau qui fait pas la job, ça fait des années, on a un problème avec lui. Donc, il allait voir ce ponceau-là et des ponceaux voisins qui, eux, faisaient le travail pour ensuite comparer l'évacuation des débits maximums de ces sites-là et calculer les débits avec toutes les méthodes qu'on a travaillées, donc l'ancienne RADF, etc., et comparer les résultats. Donc, ce que ça donne, puis c'est pas trop surprenant, si vous voyez les premières informations le plus à gauche, mais vous voyez que le RADF, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des zones en vert, puis il y a beaucoup plus de résultats en vert, et ça, c'est des ponceaux qui sont surdimensionnés. Donc, quand on utilise la méthode RADF, on a tendance à surdimensionner les ponceaux pour des ponceaux de petits bassins versants. Fait que ça confirme encore une fois que la méthode qu'on a, elle surdimensionne. Puis toutes les autres méthodes, on arrive beaucoup plus proche de la réalité, puis on balance beaucoup mieux les ponceaux qui sont juste insuffisants ou sous-dimensionnés et ceux qui sont surdimensionnés. Donc, ça démontre que la méthode du RADF, ben, si on regarde une figure classique là, d'exactitude et de précision, ben, le RADF, c'est une méthode qui est ni précise ni exacte, mais elle surestime.
tandis que les autres méthodes peuvent être exactes et précises. Ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter parce que le reste, je veux passer du temps pour des questions. Donc, je reviens avec ma diapo que je vous ai présentée au début. Le but aujourd'hui, c'était de vous dire quoi de neuf en hydrologie forestière. Ben, je vous ai présenté l'historique du BREV. On a des petits bassins versants jaugés qui sont uniques au Canada et on en a profité justement pour faire plusieurs études, dont des études sur la cartographie LIDAR, qui est clairement une révolution pour délimiter les milieux hydriques et riverains. Et on a aussi développé une nouvelle méthode de dimensionnement de ponceau qui aide à réfléchir à une autre approche par rapport au RADF qui est biaisé, qui surestime et qui est imprécise. Mais la nouvelle méthode, donc, est plus précise et basée entièrement sur des données LIDAR. En fait, en quelques clics, on a l'information rapidement. Puis finis juste en laissant cette diapo-là pour vous dire que tout ça, c'est fait grâce à une très grande équipe. Je lirai pas tout ça, mais beaucoup de partenaires de différents milieux ministériels, gouvernementaux, industriels, etc. Des équipes de recherche universitaires, beaucoup d'étudiants et étudiantes et des membres du département SBF et de la Forêt Montmorency. En fait, une longue liste de personnes qui ont aidé tous ces projets-là à travers le temps. Merci beaucoup. Merci Sylvain. C'est super intéressant comme présentation. En fait, excuse- ok. Désolé, il y a quelqu'un qui parle à côté de moi. Euh, ce souci-là d'aller de la recherche jusqu'à l'application est vraiment franchement intéressant. Je vais juste aller voir les participants. J'imagine qu'il y a des gens qui ont la main levée. Donc, avez-vous des questions pour Sylvain? Pendant que les gens se donnent- Pendant que les gens se déjeunent, je vais commencer, Sylvain, tout de suite avec une question qui me semble assez évidente, là, mais qui, je ne sais pas si tu l'as abordé. Le problème du surdimensionnement. Est-ce que Ouais. c'est un problème de coût ou c'est un problème? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes associés à ça? En fait, le projet originel de toute l'histoire de la révision de la méthode rationnelle vient du ministère des Transports qui ont remarqué que sur la côte nord, sur la route 100, la 138, euh, il y a plusieurs endroits où ils planifiaient des ponceaux, puis la méthode rationnelle donnait des ponceaux trop petits. Puis ils se sont rendus compte que c'est des bassins versants qui avaient beaucoup de milieux humides à l'intérieur. Donc, c'est de là que ça a découlé, parce que la méthode rationnelle, elle a tendance à surestimer, mais elle peut sous-estimer aussi. C'est surtout là où on s'est rendu compte de l'immense variabilité de la méthode. Et puis là, en fait, c'est un peu drôle parce que en faisant des recherches sur cette question-là, ben, on en revient à dire, ouais, mais là, si on a une méthode qui est plus précise, on va faire quoi? Parce que si ma méthode est précise, je vais risquer plus souvent d'avoir des défaillances. Je suis bien mieux Exact. d'avoir une méthode qui surestime. Mais là, on utilise une méthode qui est mauvaise, qui est imprécise, mais qui au final surestime. Donc, je comprends très bien le ministère des Ressources naturelles et des Forêts qui en ce moment a reçu notre rapport, puis il sait pas quoi faire avec. Puis je comprends bien, là, moi aussi, là, je saurais pas quoi faire parce que pourquoi régler, tu sais, si c'est pas brisé, pourquoi le réparer? Puis là, la question, c'est qu'on a tendance à se dire, bon, on est bien mieux de mettre des ponceaux plus gros, mais la conséquence que ça a. Et là, je reviens à ma vieille rengaine de ma première présentation de Tire-toi une bûche en 2021, c'est que si on fait des ponceaux qui sont toujours trop gros à chaque fois, ben, ça veut dire que chaque ponceau coûte plus cher. Puis combien on va en remplacer? Ben, à chaque fois qu'on va remplacer un ponceau par un ponceau trop gros, ben, va remplacer un ponceau au lieu de peut-être en remplacer deux. Puis là, notre enjeu, c'est qu'en ce moment, on a d'immenses problèmes de sous-entretien de la voirie forestière. Puis de régler ça en se disant, ben, on va peut-être mieux cibler avec des débits de récurrence cohérents, tu sais. Pourquoi calculer un débit de récurrence? Parce qu'en plus, là, c'est ça qui est bizarre. En ce moment, la méthode produit un débit de récurrence de 10 ans surestimé. Fait qu'en final, là, on est en train d'installer des ponceaux qui sont là pour toffer 50 ans. C'est comme si on avait, parce que vu qu'il surestime, fait que là, on est comme dans une situation où on met des ponceaux trop gros, mais sur des chemins qu'on sait qu'ils vont durer 4 5 ans, 10 ans, puis on devrait les démanteler. Fait qu'il y a toute une question de nécessité d'avoir des plans de gestion de la voirie forestière. Puis à partir de là, ben, on sera capable de faire des bonnes décisions parce que les méthodologies qu'on propose, ben, peuvent nous permettre de produire des débits de récurrence de 10 ans, de 25 ans, de 50 ans, puis de gérer le risque. Mais là, en ce moment, on gère pas le risque. On fait juste dire, ben, la méthode a fait des ponceaux trop gros. Ben, on est content.
Mais c'est une gestion qui va à l'encontre de la science, des connaissances, puis surtout qui responsabilise pas les ingénieurs forestiers, les ingénieurs forestières à prendre des décisions basées sur des données probantes. On fait juste dire, bon, on utilise une méthode qu'on connaît de pas bonne, mais on fera pas d'erreur. Donc, c'est Fait que, ça, il faut regarder la situation vraiment plus au sens large pour être capable de comprendre l'enjeu. Merci, c'est très bien répondu. Très, très clair et très convaincant aussi, j'oserais ajouter. Donc, il y a des gens qui demandaient quand est-ce que la nouvelle méthode, donc Jonathan Sinot nous demandait est-ce que la nouvelle méthode de calcul pourrait être disponible à court terme? Si oui, de quelle manière? elle fait partie en fait, la En méthode, fait, elle est il précisait, il disponible. voulait préciser aussi pour le calcul de débit précisément. Exact. Pour le calcul de débit, c'est facile. Vous allez sur le site web de l'Université Laval et vous trouvez la maîtrise de Cybèle Ménard, qui a terminé justement il y a quelques semaines. Et ben, la méthode est entièrement décrite. Donc, ça fait partie la méthodologie a été fournie au ministère des Forêts, qui ont la propriété intellectuelle du rapport qu'on leur a soumis, mais la propriété intellectuelle d'un mémoire de maîtrise ça doit être public et c'est public. Donc, la méthodologie, elle existe. Nous, en plus, notre laboratoire avons tout codé. Donc, ça faisait partie des livrables et l'outil il est en open source, on peut le partager, puis on peut l'utiliser dans ArcGIS, dans Quantum, c'est tout codé en Python. Puis à partir de là, ben, à partir d'un point sur une carte, on est capable de générer carrément juste les débits. Ça nous donne les débits Q10, Q20, Q5, Q50 avec toutes les méthodes, puis merci, c'est fait là. Puis on a même celle du REDF qui est générée, fait qu'on est capable de comparer les résultats. Donc, tout ça, c'est codé, puis c'est entièrement basé sur des données LIDAR. Tout l'outil est livré. L'outil, ça, on le partagera pas, mais il appartient au ministère des Forêts. Si vous, puis en fait, c'est plate, mais je le fais souvent comme ça, mais c'est comme ça, là. La vie, c'est le même. Si vous voulez plus d'informations, ben, c'est simple. Robert.jebidon, en commercial, mrnf.gouv.qc.ca. Robert Jobidon, c'est celui qui a reçu notre rapport, qui en est responsable. Il pourra vous expliquer s'il veut vous partager ou pas partager, mais c'est rendu l'étape où malheureusement, Robert, je dois commencer. Je dis Robert, hey, hey, je me suis trompé, c'est pas Robert, hey, je recommence, c'est Daniel Jobidon, parce que là, vous auriez tout écrit à la mauvaise personne. C'est moi qui me suis trompé. C'est Daniel.jobidon. Mais je m'excuse, Daniel, mais en même temps, ça fait partie de ça, là. Quand on fait de la science, on veut que ça soit diffusé. Puis aujourd'hui, c'était l'ouverture de cette diffusion-là, de cette nouvelle méthode. Mais en même temps, elle n'est pas légalement reconnue, elle n'est pas inscrite dans le REDF. Donc, à partir de là, vous pouvez l'utiliser, puis je vous recommande de peut-être la tester parce que justement, dans l'équipe de Daniel, ils sont très intéressés à voir s'il n'y a pas des régions qui pourraient commencer à l'utiliser puis voir son taux d'efficacité avec un certain recul. Est-ce que ça va être bon? Est-ce que ça va fonctionner? Puis comment on utilise cette méthodologie-là avant d'éventuellement l'entrer dans une révision du règlement. Merci. Il y a quelques personnes là, qui ont posé essentiellement la même question. Avant d'aller vers les questions qui ont été posées par écrit, on va aller vers Achille. Salut, merci pour ta présentation, Sylvain. Tu as ouvert une porte, là, bien sûr, tu disais que bon, c'est pas applicable légalement tout de suite, mais bon, on comprend qu'il y a un intérêt, et puis que, disons, avec par l'entremise de certains projets pilotes, ça serait éventuellement faisable. Mais donc ça, c'est très intéressant, mais je me questionne à savoir, est-ce qu'il y a un risque d'appliquer cette méthode-là euh, comme elle est proposée dans la maîtrise, est-ce qu'il y a un risque de l'appliquer à grande échelle sur un réseau prioritaire ou est-ce que ça serait plus sage de commencer par des cours d'eau, disons certains secteurs plus restreints, tu sais, ça serait quoi le meilleur moyen là? Honnêtement, non. Est validée. Elle pourra, en fait, la méthode, d'après ce qu'on en sait sur la disponibilité de données, elle pourra jamais être améliorée. On a fait, on a fait tout ce qu'on a pu faire. Il y en a pas d'autres données de petits bassins versants jaugés. On- Puis c'est de Mhm. la donnée, ça prenait au moins 10 ans de données. Fait que si vous dites, hey, on va installer des sites pour voir si ça marche, ben les résultats, on va les avoir dans 10 ans. Fait que ça sert à rien, là. Puis la méthode, elle est fiable, elle est robuste, elle donne des résultats moins dispersés, plus précises. Et à partir de là, il y a des facteurs de risque. On ajoute des changements climatiques de 15%. Ça, c'est écrit dans le rapport. On peut justement réfléchir à dire,
mon chemin, il est dans quel contexte? C'est-tu un contexte d'un chemin que je vais faire une opération de récolte, puis que dans 5 ans, les travaux sylvicoles sont finis, puis vu que c'est des coupes totales, je retournerai pas là avant 40 ans, fait que je vais démanteler le chemin, mais je vais mettre un ponceau qui est capable d'avoir des risques de débit de récurrence de 10 ans, parce que, tu sais, c'est une question de gestion de risque, je vais être là juste 5 ans. Et par contre, si tu es en train de construire une route qui est un route hors norme ou un chemin de classe 1 que tu vas utiliser pendant 100 ans, c'est certain, ben là, on va calculer le débit avec un débit de récurrence de 50 ans, puis on va peut-être même s'ajouter ce que font n'importe quel ingénieur. C'est ça la question, c'est moi, je l'ai vu dans l'Ouest canadien, quand tu as un rapport d'installation de ponceau, puis ils disent le dimensionnement, c'est ça, ils utilisent 3, 4, 5 méthodes différentes. Ils mettent tous les résultats à côté de l'autre, puis ils disent, moi, je choisis lui pour telle raison. Parce que mon expertise avec le temps, ça m'a dit que cette méthode-là est efficace, puis j'explique pourquoi. Aujourd'hui, tu pèses sur le piton dans GSF-DB, puis tu t'en sacs par la suite. Puis ça, c'est tant qu'à moi une mauvaise compréhension d'où on est rendu au niveau scientifique par rapport à au dimensionnement de ponceau. C'est arbitraire, puis ça nous permet pas de démontrer un jugement professionnel. Donc, à partir de là, c'est ma vision de la chose, puis je prône justement qu'on aille déjà de l'avant à dire, ben, on va les calculer, puis souvent, là, c'est surprenant, là. C'est qu'on va se ramasser à dire, ben, je vais passer, le tuyau, c'est souvent, c'est ça qui arrive, là. C'est on arrive dans un endroit où il y a déjà un ponceau, parce qu'on pose quasiment plus de ponceau, on remplace des ponceaux. Fait qu'on arrive à une place, il y a un ponceau, c'est un 1000 millimètres de diamètre. Puis on fait le calcul de dimensionnement de ponceau avec le REDF, il dit, mais un 1500. Il dit, ouais, mais 1000 qui est là, ça fait 15 ans qu'il est là. Ben, ça fait 30 ans qu'il est là, puis il a toujours fait la job, il a jamais lâché. Puis là, il faut que j'en mette une fois et demie de plus gros. Fait que là, ça me fait des travaux qui coûtent plus cher, ça fait plus de remblais, c'est super complexe. Puis quand tu utilises les nouvelles méthodes, ils vont dire, ben non, un 1000 ça marche. Il faut être capable de dire, ben, je l'ai la preuve, là. Fait que ça marche la méthode. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est l'autre affaire qu'il faut mettre en perspective. C'est que l'utilisation de cette nouvelle méthode de dimensionnement-là, dans bien des cas, va tout simplement confirmer que la structure de traversée de cours d'eau qui était déjà présente, qui n'a pas défailli pendant les 30 dernières années, est encore la bonne dimension au lieu d'être obligé de poser un tuyau qui est plus gros. Ça, c'est Puis cette constatation-là peut se faire hyper rapidement, tant qu'à moi. Puis avec le temps, ben, ça peut justement justifier que la méthodologie est efficace. Merci Sylvain. Il y a Julie Venn. Bonjour Julie, qui a aussi la main levée. Oui, bonjour, vraiment super intéressant. Puis je pense que ça répond vraiment à un besoin. Là. Tu sais, même sur le terrain, on le sentait avec l'expérience que les chiffres n'étaient peut-être pas crédibles. C'était problématique. En fait, ma question était plus par rapport à la délimitation entre les milieux plus secs et la partie aquatique là, avec la donnée topographique. Est-ce que vous avez euh, comment je pourrais dire, regarder dans les cas des sols minces où il n'y a pas beaucoup de topographie, c'est quoi l'enjeu là, par rapport au calcul? Parce que tu sais, on n'a pas nécessairement le 50 centimètres ou le 1 mètre au-dessus là, de la nappe phréatique. Ouais, en fait, dans les milieux à très faible topographie où il n'y a pas d'incision, donc le cours d'eau n'est pas incisé, donc il n'est pas profond, il coule juste à la surface. On est souvent dans des milieux humides, puis ces milieux-là ont tendance à pas beaucoup déborder ou justement, ben, c'est un peu complexe là, parce qu'on est en train justement de valider la méthode et de l'ajuster en Gaspésie. Puis en Gaspésie, les milieux humides typiques qu'on retrouve vont être des cédrières très larges avec pas vraiment de lit d'écoulement, des cours d'eau qui se séparent un peu partout. Puis là, justement, on est en train d'ajuster notre méthodologie pour vraiment bien couvrir ces types d'écosystèmes-là, dû à leur complexité. Mais de façon générale, quand on est dans le sud du Québec, on a tendance à être plutôt dans les situations contraires où on a beaucoup d'anthropisation qui a été fait sur les cours d'eau, des linéarisations de cours d'eau en milieu agricole, du retravail des berges, etc. Puis c'est exactement ce qu'on a mesuré, c'est qu'on est capable, nous, avec notre méthodologie, quand toutes les autres méthodes de délimitation du littoral fonctionnent pas, des plantes, ça marche pas. Tu sais, quand tu as des plantes sur le bord d'un champ avec 1 mètre de bande riveraine en haut, puis des angles presque un dans un qui se rend jusque dans un cours d'eau, là, tu sais, c'est des cours d'eau classiques là, qui sont gérés comme des fossés en milieu agricole. Ben, le limite du littoral, on est capable de l'établir dedans. Là. Nous autres, ça marche. Là.
Puis elle fonctionne. On voit même les endroits où quand c'est pas assez profond puis ça déborde d'un champ, cartographiquement, on est capable de dire, hey, ça devrait déborder dans ce champ-là, puis quand on visite le champ, ce champ-là, il déborde. Puis on a Mhm. des traces qui nous le laissent. Donc, ça fonctionne extrêmement bien, même dangereusement bien, parce que là, on est dans une situation où on a repoussé l'information au ministère de l'Environnement, puis là, ils se disent, ouais, mais notre délimitation de la limite du littoral est basée sur la connaissance des plantes. Mais c'est parce que la limite du littoral est un concept hydrologique. Puis là, ben, je leur démontre qu'au point de vue hydrologique, c'est que la topographie qui compte. Ça tient la route pour des petits bassins versants. Là, on s'entend, là, nous autres, tout notre projet, c'est pour des bassins versants en bas de 25 km². Mhm. Au-dessus de ça, ça prend de la simulation hydraulique. Là, on est dans les simulations qui devraient sortir et être publiées bientôt. Là, à partir du mois de mars, il va y avoir les zones les cartes des zones inondables des cours d'eau. Mais ça, ces cartes-là vont être jusqu'à 50 km². Donc 50 km² et plus, puis nous, on est à 25 et moins. Donc les méthodologies sont entièrement différentes, mais elles démontrent qu'il y a de l'espace qui est occupé par les cours d'eau pour déborder et ça délimite très bien ce qu'est l'écosystème riverain. À partir de là, moi, je suis du partisan de dire, si ça vous tente, là, on peut laisser juste 3-4 mètres de bande riveraine à partir du moment où on sait que tu n'es plus dans le milieu riverain. Puis à partir de là, on va l'avoir protégé, là. Puis il y a des fois que par rapport au cours d'eau, on va être à 30-35 mètres de large, puis il y a d'autres fois, on va être à 3 mètres de large. Puis ça va être correct. L'important, c'est que là, on est capable de définir c'est quoi la superficie occupée par les milieux riverains, là, au sens écologique et spatial du terme. Puis pourtant, on a encore des règles de gestion de cet espace-là et des réductions des méthodes d'aménagement dans ces zones-là qui sont basées sur des distances fixes, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, en fonction du cadre réglementaire puis où on se trouve. Et ça ne fait aucun sens par rapport à où on est rendu maintenant, par rapport aux connaissances cartographiques qui sont disponibles par rapport au LIDAR. C'est pour ça que je dis que le LIDAR, c'est une révolution, là. C'est que l'information est si précise qu'elle remet en cause nos cadres réglementaires. Puis il faut commencer à y réfléchir à une intégration. Donc c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui, parce que c'est ça mon message que je veux passer, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui commencent à se dire, hey, on change-tu les cadres réglementaires pour qu'on protège encore mieux les milieux, mais surtout qu'on permette le développement sans contrainte à des endroits où on en pose pour des mauvaises raisons. Fait que mieux protéger, c'est mieux, ben, mieux connaître, c'est mieux protéger, là. C'est comme ça que je veux le dire. Mhm, absolument. Puis est-ce que tu sais, la méthode de physique terrain avec justement les plantes et tout ça, est-ce que ça l'invalide d'une certaine manière Non, complète? ça correspond parce que nous, c'est ça qu'on a utilisé. En intrant, c'est ça qu'on a utilisé. Fait que quand c'est des milieux naturels, ça fonctionne encore bien. Mais Mhm, c'est juste que ces limites-là, il y a des particularités qui font en sorte que c'est beaucoup, beaucoup plus long à faire. Tu sais, l'idée, c'est que quand tu t'en vas faire une délimitation de milieu riverain avec la méthode botanique experte, par exemple, puis tu te déplaces, hey, ça peut être long en tabarnouche faire juste un bord de rivière, tandis que là, moi, je peux faire la région en un clic. Puis mhm. après ça, ben, tu t'en vas sur le terrain, puis tu valides si tu es bon, si tu es pas bon. Le terrain va toujours être, ça, je le répète, peu importe la carte, ça n'a jamais force légale. Sauf que c'est des outils de planification qui peuvent être vérifiés sur le terrain en fonction des enjeux qu'on a et qui doivent être vérifiés. Donc, à partir de là, c'est un outil qui est tellement précis, tu te rends sur le terrain et tu règles tes affaires de façon bien plus efficace, là. Oui, oui, c'est pour aider à beaucoup à cibler. Puis depuis moi j'en ai fait de la caractérisation. Puis tu sais, ça arrivait quand même parfois qu'il y avait peut-être pas un cours d'eau intermittent finalement ou que c'était pas. C'est ça. Ça me ciblait les zones, disons les zones humides dans la zone verte, OK, ben c'est plus on est plus à cheval, à la limite, là, fait qu'on va aller vraiment le préciser. Mais un grand merci. Ça fait plaisir. Merci, Merci. merci Julie. Le temps commence à filer, Sylvain. On arrive à 13 heures avant que les gens, il y a peut-être des gens avec qui ont une réunion à 13 heures. J'en profite pour publiciser la prochaine présentation qui va être donnée par Evelyne Tifo. C'est le 19 février prochain. Elle va parler en fait, le titre, c'est Et si les forêts faisaient partie de la solution climatique, le rôle de la forêt Montmorency dans l'atténuation des changements climatiques. On peut se permettre, on le fait tout le temps dans Tire-toi une bûche, on dépasse toujours un peu, on peut dépasser de quelques minutes pour continuer de répondre à certaines questions avec les personnes qui peuvent rester avec nous. Alors, ben d'abord, il y avait une question là, de Sylvain Fauché qui demandait
est-ce que la mesure moyenne de 1 mètre de hauteur tient compte aussi du dépôt? Là, il parlait de la délimitation là, de la Oui, zone IA, là, je me souviens plus comment elle s'appelle celle-là, mais oui. est-ce que ça tient compte du type de dépôt pour la délimitation entre la zone humide et la zone sèche? Dans notre échantillonnage, on a eu beaucoup de types de dépôts différents. On a fait dans les basses du Saint-Laurent, Bouclier canadien, on en a fait dans les Appalaches, puis là, on est en train d'en faire d'autres dans la zone de la pointe de la Gaspésie, où il y a des dépôts beaucoup plus infiltrants. Donc, on a de la donnée qui nous permettent de dire que c'est généralement assez efficace le 1 mètre. Mais là, le 1 mètre, nous, en plus, dans notre outil, c'est plus subtil parce que les résultats nous démontrent que ça varie en fonction de la dimension du bassin versant. Fait que c'est un tout petit bassin versant ou un moins petit bassin versant, là. Donc, quand on est autour de 10 km², là, ça commence à être un plus grand bassin versant. Et là, dans ce cas-là, la limite est pas 1 mètre et 1 mètre 10 ou 1 mètre 20. Puis elle est à 80 centimètres quand tu as un tout petit bassin versant. Fait que là, il y a déjà une nuance là-dedans. C'est en moyenne 1 mètre pour cette zone-là. Mais c'est cette zone-là qui est la plus imprécise. Celle qui est la zone inondable de forte récurrence, elle est extrêmement précise parce que justement, les réactions hydrologiques en fonction des bassins versants et de leur dimension est assez usuelle. L'autre, elle peut dépendre de beaucoup de choses, dont justement les types de sols. Et de façon générale, ça réagit très bien. Puis on a des taux de succès d'évaluation, parce que c'est tout le temps ça, là, tu sais, le 1 mètre, des fois, ça peut être spatialement une différence entre 1 mètre et 1 mètre 10. Ça peut être dans l'espace de 2 pixels d'une Ouais. matrice lidar. Tu sais, des fois, c'est rien, ça va changer, la limite va être en même place. Puis il y a d'autres fois, dans des endroits très, très plats, ben, ça peut représenter plusieurs dizaines de mètres latéralement en termes de distance par rapport à l'élévation. Puis c'est là où des validations de terrain deviennent importantes. Puis il y a quand même une espèce d'ajustement qui doit être fait localement par rapport à ça. Mais oui, la question est très bonne. On a tenu compte des types de dépôts, puis d'après ce qu'on en a trouvé ce qu'on a trouvé comme résultat, c'est pas si probant que ça à l'heure actuelle comme variation. C'est pas assez en fait, ça fait pas une suffisante variation pour qu'on en tienne compte pour l'instant. Super. Donc, quelques questions en rafale. Il y a beaucoup de questions comme ça. Je ne les ai pas toutes posées, mais on sent qu'on espère qu'on va pouvoir changer des choses. Je vous en donne un exemple. David Armstrong qui demande en forêt privée, il travaille dans des contextes où j'imagine que c'est des recommandations municipales. En fait, c'est des réglementations municipales Ouais. qui demandent 60 mètres de bande riveraine pour des coupes partielles lors des interventions forestières de coupes partielles. Est-ce qu'on peut espérer un jour que les bandes riveraines adaptées soient utilisées? J'imagine que là, c'est ça. Tu Je suis content. l'espérerais un Merci, jour que ça merci soit comme David ça? de ta question. Ma réponse va être claire. Moi, je suis hydrologue forestier. Pour les enjeux liés à l'hydrologie, des coupes partielles en bande riveraine sont une bonne idée pour maintenir la structure forestière dans la bande riveraine longtemps. OK, mais Laisser je des pense, bandes. en fait, excuse, je pense que j'ai mal lu la question, là, mais si je comprends bien la question, c'est qu'il Ouais, fait une coupe partielle et il ne peut pas s'approcher à plus que à 60 moins que mètres. 60 mètres du cours Exact. d'eau. OK. Moi, je suis partisan qu'il y ait de la récolte partielle jusqu'à 0 mètre, si c'est Juste, ouais, possible. OK. Pour Dans maintenir une l'entièreté. structure. Oui, pour maintenir une structure, parce que si tu es capable de maintenir un couvert continu en faisant des coupes partielles successives à l'intérieur de la bande riveraine, tu vas maintenir toutes les fonctions de façon plus efficace que de t'en servir comme une cloche de verre puis de jamais rien faire dedans parce que il va y avoir des bris. Puis c'est pas une catastrophe là. Il y a toujours eu justement du bois Ouais. mort qui tombe puis ça en prend dans la dynamique de bois mort dans les cours d'eau aussi. Mais il y a quand même des enjeux où on limite ces récoltes-là pour des raisons qui sont pas cohérentes par rapport au rôle hydrologique. Est-ce que pour la question, puis la seule condition, c'est que dans les zones de bande riveraine, 60 mètres, c'est excessivement large, excessivement large. La littérature démontre pas qu'on a besoin d'aller aussi large que ça, mais c'est la question de la perturbation des sols qui est intraitable. Il devrait pas y avoir dans aucune bande riveraine des traces faites par la machinerie de perturbation des sols parce que la bande riveraine n'a qu'un seul rôle, c'est d'être un filtre des sédiments qui sont
généré dans le haut du bassin versant. Puis le filtre, c'est le sol, ça n'a jamais été des arbres. Puis si on maintient justement un couvert forestier continu, on va maintenir les fonctions qui sont fournies par les bandes riveraines en gardant le sol intact. Fait qu'à partir du moment où on fait des récoltes d'hiver, on trouve des meilleures méthodes de récolte pour être capable de faire aucun orniérage, on laisse pas de traces. Moi, je suis partant de ça et je suis pas le seul hydrologue forestier à l'échelle canadienne qui fait la promotion de on devrait arrêter de juste faire des cloches de verre sur des bandes riveraines parce que dans certains types d'écosystèmes, peut-être pas partout, là, mais entre autres en forêt boréale, de laisser une petite bande de 20 mètres qui va sacrer le camp dans un chablis par la suite, là, c'est pas une idée cohérente, puis c'est surtout pas une méthode de protection qui est efficace pour l'environnement aquatique, du moins. Merci. Donc, une autre question, William Deveau, qui demande en fait si la réduction de la taille des ponceaux ne pourrait pas avoir un aspect négatif sur d'autres fonctions, notamment la circulation de la faune, qui donne comme exemple. Ah, bonne question. La circulation de la fonte dans les tuyaux, en fait, c'est à moins d'avis contraire, exclusivement le poisson. Euh, du surdimensionnement de ponceau cause des problèmes de libre passage du poisson parce que justement, il y a moins épais d'eau. C'est un peu étrange, là, mais on est mieux de Ouais, mettre le c'est bon ça. tuyau au bon moment, puis on est mieux de mieux les enfouir. De toute façon, la question du libre passage du poisson va beaucoup plus loin que le simple dimensionnement, va aussi beaucoup sur les méthodes d'installation passées et actuelles. Donc, quand on remplace les structures, la question de l'enfouissement et de la dimension du ponceau par rapport au débit est déjà prise en compte dans l'RADF. Donc, ça, c'est pas un enjeu, là. Donc, la question du libre passage du poisson est un peu de côté. Puis, ben honnêtement, ça revient un peu aussi à d'autres affaires dans lesquelles je fais la promotion. C'est tant qu'à laisser des ponceaux trop gros, trop petits, en mauvais état, peu importe, mais sur des chemins dont on n'a pas besoin, pourquoi on les enlève pas, ces ponceaux-là? Puis là, la question, c'est que la meilleure méthode d'adaptation au changement climatique en voirie forestière, c'est fermons donc les chemins dont on n'a pas besoin. C'est ça la meilleure méthode. Fait que quand on commence à s'obstiner à dire, ouais, mais là, on devrait-tu réduire pour réduire? Le mieux, c'est est-ce qu'on a besoin d'un chemin là? Si on n'a pas de besoin, ben, ou d'un ponceau, parce qu'on pourrait mettre un ouvrage amovible, on pourrait mettre une traverse à gué aménagée, il y a d'autres solutions là, qui pourraient avoir moins d'impact, moins nécessité d'entretien. Puis quand on a besoin d'en mettre, ben faisons le comme il faut en calculant les bons ponceaux avec les bonnes dimensions en fonction de la bonne durée de vie dans un plan de gestion de la voirie forestière qui n'existe toujours pas. Mais qu'il y a bien du monde qui travaille puis qu'il y en est, là. Je vois Achille qui sourit, puis ouais, effectivement, il y a du monde qui travaille là-dessus. C'est bon. Caroline Poirier, j'ai l'impression qu'elle pose une question, mais c'est comme c'est une réflexion sur son clavier. Elle nous demande s'il y a une mise à jour du RADF pour les ponceaux, pour les bandes riveraines. Puis elle dit, ben, elle conclut en disant, j'imagine que ce sera tributaire de la prochaine loi sur l'aménagement durable. Là, j'ai l'impression qu'on pourrait ouvrir une très, Ah très oui. grande discussion. Va dire de manière restreinte, peut-être, pour qu'on puisse passer Les- d'autres euh, questions. pour ma part, les idées ont été lancées, mais à ce jour, je n'ai pas été consulté par les gens qui sont responsables d'une éventuelle mise à jour du RADF pour qu'on en ait des discussions. Donc, voilà. Alors, le message est lancé. Comment rendre opérationnelle la nouvelle méthode de définition des bandes riveraines en tenant compte des enjeux opérationnels de la récolte? En fait, je pourrais me permettre, c'est Guillaume Grenier qui demande ça, je pourrais me permettre même d'ajouter à la question, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Si on a une cartographie, est-ce qu'on n'a pas déjà une cartographie des bandes riveraines on pourrait l'avoir pour l'ensemble du Québec? Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une définition ou bien on ne pourrait pas justement avoir une carte, puis cette zone-là, ces zones-là seraient cartographiées à l'ensemble du Québec? En fait, je vais même faire du pouce là-dessus. Tout notre cadre réglementaire sur la question de la définition des bandes riveraines, surtout en fait, sur terre publique, dépend de l'intermittence de l'écoulement. Cours d'eau intermittent ou cours d'eau permanent. En ce moment, j'ai la chance de terminer un projet qui nous a demandé, pour le ministère de l'Environnement, d'évaluer la pertinence de l'usage de ça. Les cours d'eau intermittents, c'est-tu vraiment intermittent? Quand est-ce qu'ils sont permanents? C'est quoi? Et les données scientifiques qu'on vient d'amasser, là, c'est pas fini d'analyser, on est en train de le faire, c'est mon étudiante René Hudon qui travaille là-dessus. Euh, on est en train de justement de décortiquer le thème puis de dire ben c'est une vue de l'esprit là. Ça sert à rien de considérer que le cours d'eau est intermittent ou permanent parce que de toute façon, c'est une question de dimension de bassin versant. Puis on pourrait demain matin réfléchir à laisser des bandes riveraines
modulable en fonction de la dimension du bassin versant qu'il draine, donc en fonction de son importance spatiale, puis faire en sorte qu'on a des bandes riveraines qui vont de 6 mètres à 7 mètres, à 8 mètres, à 9 mètres, à 10 mètres, puis rentrer ça dans une machine, là. À partir de là, la machinerie forestière est capable de tenir en compte de tout ça. Et ça, c'est d'une simplicité très grande par rapport à à la délimitation des territoires qui sont considérés comme étant riverains associés au milieu hydrique. Donc, tu sais, on a un règlement qui est basé sur, il y a un cours d'eau, il y a une ligne, puis à partir de la ligne, on fait une autre ligne qui est à 20 mètres. Puis dans la réalité, c'est immensément plus subtil que ça au point de vue écologique. Puis on a réussi à en faire une description cartographique beaucoup plus proche de de la définition, de la caractérisation écologique de la chose. Puis à partir de là, ben, tout le cadre réglementaire est à réfléchir. Ça sert à quoi d'avoir des règles strictes, linéaires, tandis qu'on pourrait ajuster ça à des façons beaucoup plus subtiles de gérer notre territoire et les contraintes opérationnelles à la récolte. Super. Bon, c'est ça. Dans les quelques autres questions, en fait, ben, David Armstrong nous précisait qu'en plus, il était en situation hivernale. Je Exact. voulais juste aussi te poser la question. En fait, Guy Asselin demande à quel point les autres provinces sont en train de se diriger dans cette direction-là. Est-ce qu'il y a des signes que, par exemple, en Ontario ou d'autres provinces comme ça, il y Euh, aurait la méthode, une méthode comme ça serait appliquée? Un des problèmes que je vois, c'est qu'en ce moment, d'après ce que j'en comprends, là, je fais partie des rares chercheurs à l'échelle canadienne qui travaillent sur des méthodes opérationnelles de traitement des données LIDAR pour de la cartographie de cours d'eau. En Ontario, ils viennent de compléter l'année passée leur cartographie, leurs données LIDAR. Puis en Ontario, au Nouveau-Brunswick, ça fait longtemps qu'ils les ont, mais ils n'ont jamais fait de lit d'écoulement potentiel, de zone d'humidité topographique. Tu sais, ils sont pas allés vers des produits dérivés. Ils laissent les gens s'en occuper par eux-mêmes. Puis ce que j'ai vu dans d'autres endroits, en Europe entre autres, c'est que les solutions publiées sont issues de chercheurs, mais aussi de firmes qui gardent précieusement les codes puis qui les vendent. Donc, si tu veux avoir des cartes de milieu humide, il faut que tu les achètes. Tu sais. Puis là, on est dans en fait, je dois le souligner encore une fois, là, le travail qui a été fait par l'équipe du ministère des Forêts depuis 2016, entre autres par les efforts d'Antoine Leboeuf, euh, de démocratiser, de rendre gratuit l'entièreté des données LIDAR est un coup de génie parce que ça révolutionne et ça rend disponible les informations de la connaissance du territoire à tous et à toutes en même temps. Et ça, c'est quand même surprenant qu'on a réussi ça. Et je tiens à les féliciter parce que puis les autres provinces sont pas dans cette situation-là. En Alberta, il y en a de la donnée d'or, mais elle appartient aux compagnies forestières, elle appartient pas au public. Donc, il y a toujours cette question-là de pourquoi on est rendu aussi élevé? Ben, c'est parce que les données sont publiques. On est rendu aussi loin, là, c'est grâce à ça. Et je dois le souligner, là, c'est vraiment un coup de génie, une vision qui a été approuvé puis appuyé par un paquet de gens au ministère des Forêts qui ont fait ce move-là avec passion, puis ça valait la peine. Vraiment. Je pourrais pas être plus d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est ça, c'est une grande des visionnaires carrément là, qui ont Ouais. apporté ça. Puis ben, ça fait une note positive sur laquelle on peut évidemment, ben, en fait, ça nous amène une conclusion positive à ta présentation. Je pense que c'est vraiment très bien de le conclure comme ça. Je vous rappelle, c'est ça que la prochaine présentation aura lieu le 19 février. Il me reste vraiment à te remercier très sincèrement, Sylvain, pour ta présentation éclairante, mais aussi ton échange franc, puis direct, puis très, très animé. Ça rend une présentation comme ça fortement intéressante. Il y avait plusieurs personnes qui étaient là. Merci à vous aussi d'avoir pris le temps de venir participer à cette édition de Tire-toi une bûche. Puis on se dit à la prochaine, puis bonne fin de journée, puis bonne journée dans la neige. Sylvain, tu vas être content. Il y en a beaucoup ici à la Forêt Ah, Montmorency effectivement. présentement. Ouais. Merci beaucoup.